Salut la team! Salut à tous! Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où nous allons parler du PSG. On va faire un bilan à la mi-saison du Paris Saint-Germain. Mais on va commencer, on va dire comme toujours, pensez bien à vous abonner à la chaîne Oxma Sport, de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail. Et surtout, laissez vos commentaires, donnez vos avis, c'est très très important. Donnez vos avis. Et là, par rapport à la vidéo, allez-y. Donc, on va démarrer le bilan de cette mi-saison. Je vous dis à tout de suite. Allez, donc on démarre ce bilan. On va aller au début. L'an dernier, séisme pour les médias français, pour tout le monde. Kylian Mbappé annonce officiellement. Je vous ai fait une vidéo, souvenez-vous-en. Je me casse de votre club, bande de cons. Donc Kylian Mbappé annonce officiellement qu'il quitte le PSG. Pour tout le monde, le PSG, c'est le début de la fin. Le PSG est fini, ils ont perdu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc pour tout le monde, ça y est, il n'y a plus de PSG, le PSG n'existe plus. Allez, Kylian Mbappé donc signe au Real de Madrid. On apprend tous qu'il est parti sur le Real de Madrid. Malheureusement, on sait que l'histoire voit avec Ethan Mbappé qui quitte aussi, qui est un Titi du PSG, quitte aussi le club. Voilà, allez, terminé, on tourne une page avec la famille Mbappé, Kylian Mbappé, mais surtout la famille et tous les soucis qui sont derrière. Le PSG va repartir sur une nouvelle base en se demandant quelle va être la star qui va remplacer Kylian Mbappé. C'est la grande interrogation de cet épisode mai-juin. Allez, le PSG reprend l'entraînement. Le PSG, à la reprise, a une recrue. Un joueur que personne n'attend. C'est un gardien russe, Sovanov. Personne ne l'attend, personne ne sait qui il est. Il signe au PSG, on nous donne un montant approximativement de 20 millions d'euros. Voilà ce que nous disent les médias. Gardien, on ne sait pas d'où il vient. On sait qu'il est international russe. Voilà, on nous dit, bon, c'est pour concurrencer Donnarumma. Arnaud Tenas, qui lui part au JO avec l'équipe d'Espagne, qui est titulaire de l'équipe d'Espagne olympique. Voilà, on avait un bon gardien dans la philosophie de Luis Enrique, ça veut dire un gardien avec un jeu de pied. Là, on apprend qu'il n'a pas de jeu de pied, ce gardien. C'est un gardien qui n'est pas connu, qui n'est pas en Europe. Peut-être qu'en Russie, il est connu, mais en Europe, il n'est pas connu. Bon, on apprendra un peu plus tard que c'est surtout un transfert politique. C'est le Qatar qui voulait avoir un joueur russe dans son effectif. On a des départs, quelques départs qui se font, en marge de Kylian Mbappé, bien sûr. On a, on le sait, des blessures longue durée. Lucas Hernandez et Presley Kimpembe sont tous les deux en blessure longue durée. C'est des défenseurs gauche, tous les deux, des gauchers. Pour l'instant, on n'a que Lucas Beraldo qui, allez, soyons sincères, au bout de 6 mois en France, on s'aperçoit qu'il n'a pas trop le niveau, pour l'instant. Une deuxième arrivée, c'est João Neves. João Neves, on nous l'annonce comme une perle du football portugais, un milieu de terrain de Benfica, qui arrive pour une somme rondelette quand même de 70 millions d'euros. Donc qui est ce joueur? Quel est ce joueur? Mais il a une belle réputation là-haut au Portugal. C'est la filière Jorge Mendes, Luis Campos, on le sait, souvent critiqué, souvent décrié, vu que les gens ont la mémoire courte et ne se souviennent pas de la filière Leonardo Raiola à une époque. Là, on est sur une filière donc avec Luis Campos et Jorge Mendes. João Neves arrive. On nous le compare, on nous le vend en tant que supporter parisien à un certain Rodri qui fait la pluie et le beau temps à Manchester City. Troisième arrivée, il est au JO, tout le monde le suit un peu au JO, il s'appelle Désiré Doué. Franchement, il fait une bonne saison avec Rennes. Un joueur en devenir aussi, un jeune joueur, encore un jeune joueur. Dans l'esprit Luis Campos, et on sait que Luis Enrique est prêt à lancer des jeunes joueurs, donc Désiré Doué, donc un avenir français, arrive pour à peu près les mêmes sommes, je crois qu'on est entre 60 et 70 millions. Il arrive, on nous l'annonce pétri de talent, on le voit un peu avec l'équipe de France olympique quand on suit les JO. Donc voilà,
Et en même temps, le PSG suit sa préparation, une préparation très très calme, une préparation où il n'y aura pas de trophée des champions, puisque le trophée des champions est déplacé. Donc on voit un match de préparation tranquille contre le Havre au campus. Vraiment un PSG qui arrive dans le championnat tranquillement. Et là, on va arriver donc dans ce championnat. Et la quatrième recrue, avant toute chose, qui arrive en fin de mercato, c'est William Pacho, défenseur inconnu, défenseur équatorien. Pareil, il vient d'Allemagne, défenseur avec un pied gauche, donc il a joué en Belgique. Et après, il est parti, il a fait une bonne saison en Allemagne. Il est là, il arrive au PSG pour approximativement 40 millions d'euros. Un défenseur avec un pied gauche. Donc on va dire que c'est un peu en supplément de Lucas Hernandez et Presley Kipembe. Il est un peu plus âgé, lui, il a 23 ans. Voilà la quatrième recrue. On s'aperçoit que le PSG ne s'est pas énervé au niveau du recrutement. Ils ont lâché des sous, hein. Une fois de plus, ils ont bien payé des joueurs, parce que quand même, hein, le gardien, 20 millions, bon, c'est, je pense, exagéré. Et après, bon, voilà, on reste dans l'idée de surpayer les joueurs, il n'y a pas de souci, c'est la philosophie du PSG. Voilà les 4 recrues, donc on retient bien Savanov, Joao Neves, Désiré Doué et William Pacho, les 4 recrues du PSG version 2024-2025. Le PSG ouvre le bal contre le Havre, au Havre, premier match. On se dirige donc à Le Havre-PSG. Le Havre qui repart avec un nouvel entraîneur, donc Didier Digard, qui avait fait ses classes à Nice, se retrouve entraîneur du Havre. Enfin, c'est une équipe quand même qui a perdu déjà avec son entraîneur et quelques talents qui sont partis. Le PSG donc arrive. Le PSG très très rapidement ouvre le score. Le PSG très très rapidement se met à l'œuvre. Mais dans ce match, il y a un fait de jeu qui va être terrible pour le PSG pour la suite du début de saison. C'est la blessure de Gonzalo Ramos. Une blessure, là moi j'apporte, c'est mon avis à moi, c'est mon tempérament à moi. C'est une blessure dont on n'a pas assez parlé, dont on n'a pas assez fait assez d'écho. Là, de ce côté-là, le Havre, on l'a pas entendu. Le président Jean-Michel Roussière, qui est toujours prompt à critiquer le PSG, prompt à critiquer la Ligue 1, prompt à critiquer le football français, mais là, on l'a pas entendu. Une faute par derrière, la photo est assez explicite, c'est un tacle par derrière, le joueur n'écope pas d'un carton rouge, n'écope pas d'une suspension. Par contre, le PSG va être sans véritable avant-centre. Gonzalo Ramos, qui est un véritable avant-centre, le PSG va être sans véritable avant-centre pendant très très longtemps. Et on va voir quand on va parler de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions que le PSG, il va manquer cruellement d'un avant-centre. Cette blessure de Gonzalo Ramos va raviver aussi quelque chose. C'est que le PSG était sur Victor Osimhen, l'attaquant nigérien de Naples. Naples et son président De Laurentiis complètement fou, demandait une somme exorbitante. Le PSG n'a pas voulu payer cette somme, heureusement d'ailleurs, qui n'ont pas voulu payer cette somme. Luis Enrique ne souhaitait pas trop ce joueur non plus. On le sait, Luis Enrique n'est pas un joueur qui demande la profondeur. On le sait que Luis Enrique, il n'en est pas là, et on va le voir après quand on va parler des autres catégories. Mais là, Victor Osimhen, bloqué par Luis Enrique, et surtout par le prix exorbitant demandé par Naples. On a vu qu'il a été prêté après Galatasaray. Naples, dans l'histoire, a tout perdu en voulant être gourmand. Voilà donc le PSG, avec la blessure de Gonzalo Ramos et ne pas vouloir acheter Osimhen, se retrouve sans avant-centre. Saison, 16 matchs de Ligue 1. Le PSG, avec Monaco, c'est les deux équipes qui ont fait 16 matchs, tous les autres sont à 15 matchs. Le PSG est champion d'automne, champion des matchs allés, on va pas dire d'automne, on va dire champion des matchs allés. Le PSG, aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, ils ont 10 points d'avance sur Monaco, qui a le même nombre de matchs qu'eux, et 10 points d'avance sur Marseille, qui a un match en moins. Donc, en théorie, l'Olympique de Marseille pourrait revenir à 7 points. Voilà, hein, dans le classement, le PSG occupe la première place. Le PSG occupe la première place depuis très très tôt, puisque le PSG a commencé la saison
en s'imposant assez rapidement dans ses premiers matchs et en marquant des buts en plus dans ses premiers matchs. On a quelques matchs où ils ont été accrochés. On a un match à Nice où ils ont été accrochés. On a surtout là les 2 derniers matchs. Alors le PSG, sur 16 matchs, c'est 12 victoires, 4 nuls. On a un nul à Auxerre où le gardien Léon Donovan Léon a fait le match de sa vie. Hein. Il n'a jamais refait de match comme ça. Il a fait 11 arrêts quand même à ce moment-là. Donc 1-0-0. Après, on a un match nul contre Nantes au Parc. On se demande d'où ils sortent. Mais pareil, un gardien qui a été ce jour-là vraiment au-dessus de tout. Mais on va surtout retenir le PSG. Donc ils ont joué contre les seconds, l'Olympique de Marseille. À Marseille, ils se sont imposés 3-0, important. Contre Monaco, les troisièmes, ils se sont imposés 4-2, important. Contre Lille, les quatrièmes, ils se sont imposés à Lille 3-1. Et contre l'Olympique Lyonnais, les cinquièmes, ils se sont imposés au Parc des Princes 3-1. Donc le PSG, dans cette première phase des matchs allés, où ils sont toujours invaincus, c'est très très important à le dire, ils sont toujours invaincus, les Parisiens. Les Parisiens sont toujours invaincus. Les Parisiens ont remporté les matchs contre leur adversaire direct en s'imposant, en marquant toujours un minimum de 3 buts. On a vu par contre que les seuls qui n'ont pas marqué, c'est l'Olympique de Marseille. Sinon, tous les autres ont réussi à marquer un but. Dans cette Ligue 1, cette année, on s'aperçoit quand même, en début de saison, Bradley Barcola était un peu sur sa lancée de la fin de saison dernière, sur son euro, à chaque fois qu'il rentrait, qu'il avait un impact avec l'équipe de France. Bradley Barcola a été important, et on a vu qu'on a eu une baisse de régime de Bradley Barcola, et on a vu à un moment donné où l'équipe du PSG ne marquait plus. On voit quoi aussi? Donc on a Bradley Barcola qui est actuellement un peu moins bien. On a Ousmane Dembélé qui a disparu des titulaires. À un moment donné, Luis Enrique a sorti un peu de Dembélé. On a Ramos qui a été blessé. Donc on a Luis Enrique qui a voulu jouer avec un faux neuf. C'est une idée de Luis Enrique, c'est une façon de voir de Luis Enrique. Je vais revenir après sur Luis Enrique. Mais là, aujourd'hui, la façon de jouer du PSG, où on tricote beaucoup avec le ballon, n'apporte pas vraiment de solution. On a des joueurs offensifs, mais on le sait que Dembélé, ce n'est pas un finisseur. Barcola, on ne pouvait pas l'avoir comme réputé comme un finisseur, même s'il a marqué 10 buts, même si c'est très très bien ce qu'il a fait hein, pour l'instant. Il est quand même le second buteur du championnat, mais voilà, c'est pas assez. C'est pas assez, et là, on devrait avoir un attaquant qui devrait être à entre 10 à 15 buts en Ligue 1 à l'heure actuelle. On ne peut pas être leader de la Ligue 1 comme l'est le PSG avec... non, il faudrait un vrai buteur. On ne comprend pas tous les grands, hein, que ce soit Barcelone, Lewandowski, que ce soit le Real de Madrid, Vinicius et maintenant Kylian Mbappé, que ce soit, je sais pas, au Bayern de Munich avec Harry Kane, que ce soit Manchester City avec Erling Haaland, on a partout des grands avant-centres. Il n'y a qu'au PSG que l'entraîneur décide de jouer sans un grand avant-centre et on voit le résultat. Donc on voit aussi qu'au niveau passeur, en cette fin de première partie, Joao Neves est le meilleur passeur de Ligue 1 et on voit dans les joueurs décisifs, c'est Ousmane Dembélé pour l'instant qui est le joueur décisif, un des joueurs les plus décisifs du championnat de France actuellement, il est en tête. Voilà ce qu'on peut dire sur la Ligue 1 vis-à-vis du PSG. La catastrophe du PSG cette année, elle n'a qu'un seul nom, elle n'a qu'un seul mot, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions du PSG, c'est une catastrophe, sans nom. Aujourd'hui, au moment où on vous parle, le PSG n'est même pas qualifié pour les barrages. Le PSG, actuellement 25e, il faut être dans les 24 premiers. Vous connaissez les 8 premiers qualifiés d'office. Et du 8 au 24e, on fait un tour de barrage. Et de ce tour de barrage, on sort pour rencontrer les 8 premiers. Le PSG, à l'heure actuelle, est 25e. Le PSG, le premier match contre Riron, il s'impose 1-0 à la 90e minute sur un but assez chanceux de Nuno Mendes en plus. Donc, un peu déjà, là, ça passe par la toute petite porte. Après, ils vont à Arsenal, défaite 2-0. Ils ont bien joué le PSG. Ce match-là, ils ont bien joué.
mais Arsenal a mérité amplement de gagner. Ils reçoivent à domicile Eindhoven, le PSV Eindhoven, qui n'est plus un foudre du football européen, le PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven vient de faire 1-1 au Parc des Princes, alors qu'ils ont été mangés tout le match. Mais voilà, Riron, on marque pas. Arsenal, on marque pas. Eindhoven, on marque pas. À ce moment-là, sur les 3 premiers matchs, à savoir que les 2 buts inscrits par le PSG, Nuno Mendes et Hakimi, arrière gauche, arrière droit. Le PSG ne marque pas par ses attaquants en Ligue des Champions. Bradley Barcola, Dembélé ne marque pas. Et le faux neuf, que ce soit Asensio ou Kingsley, ne marque pas. Et là, on arrive à la catastrophe. À la catastrophe suivante. On est au 4e match, on reçoit l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, il faut ramener quelque chose de ce match. 1-0 pour le PSG assez rapidement dans le match. 1-1 sur une erreur en défense, une erreur défensive où on relance donc l'Atlético. Et dans les arrêts de jeu, l'Atlético vient chercher la victoire. L'Atlético s'impose 2-1 au Parc des Princes. C'est le début de la catastrophe en Ligue des Champions pour le PSG. On est là sur le début. À ce moment-là, on regarde tous la Ligue des Champions en se disant « Oh là là, Paris, c'est une catastrophe ». Et là aussi, on doit gagner ce match. Là aussi, le PSG domine, mais le PSG ne marque pas. On est toujours devant le même problème avec le PSG qui ne marque pas. Et là, vraiment, on est... c'est un milieu de terrain qui marque, c'est pas un attaquant. Voilà, on ne marque pas. Et on ne marque pas, et ben on prend des buts, comme on le prend dans les arrêts de jeu contre l'Atlético de Madrid. Victoire 2-1 de l'Atlético. Et le match suivant, on va à Munich, on va à l'Allianz Arena, on va jouer le Bayern de Munich. À ce moment-là, le Bayern, c'est comme le PSG. En championnat, ça va. Mais en Ligue des Champions, c'est concis, ça. C'est concis, ça. Alors que le PSG, c'est ça et concis. C'est plus mauvais que bien, quand même, le PSG. Et dans ce match à l'Allianz Arena, victoire du Bayern de Munich, 1-0. Mais une fois de plus, le PSG ne démérite pas. Une erreur du gardien sur une prise de balle. On sait, est-ce que le joueur de Munich fait une faute ou pas? Allez, il y a une erreur de prise de balle du gardien, Safanov. Car ce jour-là, Luis Enrique, on en parlera, a décidé de tuer les gardiens du PSG en faisant le choix qu'il a fait. Mais bon, défaite 1-0 contre le Bayern de Munich. Là, les Parisiens sortent des 24 premières places. Oh là là, là, c'est la fin du monde. Match suivant à Salzbourg, il faut gagner. Le Red Bull Salzbourg en Autriche, ils sont classés derrière les Parisiens. C'est le moment de se relancer. Il faut se relancer, c'est obligatoire. On n'a pas d'autre choix. Et là, les Parisiens s'imposent dans un bon match, 3-0 contre Salzbourg, avec un retour de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos revient, il marque. C'est important, on a un avançant qui marque à ce moment-là. Le PSG, grâce à sa victoire, et heureusement qu'il gagne, il reste 25e, donc ils sont toujours à la première place des non-qualifiés. Il lui reste 2 matchs à disputer. Un au parc contre Manchester City. À l'heure où on se parle, Manchester City est 22e, le PSG est 25e. Pour les deux équipes, ce match va être très très important. À l'heure où on se parle, Manchester City est dans le creux de la vague, dans un creux terrible. Ils sont dans un creux terrible, City. À l'heure où on se parle, ça va être un match couperé pour les deux équipes. Et le 7e et dernier match de cette formule championnat, ça sera contre Stuttgart. Et Stuttgart, actuellement, ils sont 26e, donc juste derrière le PSG, à égalité de points avec le PSG. Donc c'est 2 matchs pour le PSG. C'est pas compliqué, mais alors pas compliqué du tout. Victoire. Point à la ligne. C'est pas... On prend 3 points contre City, on peut perdre contre Stuttgart, on prend un point. Non, c'est victoire, point. On ne cherche pas autre chose. Il faut gagner. S'ils veulent se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, c'est victoire. Point et terminé. C'est ce qu'il faut et c'est ce qu'il faut bien se mettre en tête. Il faut que les joueurs se mettent ça bien en tête et ça passera. Voilà pour la Ligue des Champions ce qu'on peut dire. Actuellement, la Ligue des Champions, on n'est plus sur de la catastrophe. On va passer à l'individuel et on va parler de Bradley Barcola. Bradley Barcola, personnellement, je reste et je le dis encore, l'an dernier il a été surpayé, mais on le sait, c'est Nasser El Khelaifi qui a géré ce contrat, ce transfert-là.
On se souvient que Luis Campos en proposait 20, Nasser est allé enfiler 50. Bon, enfin voilà, quand on est incompétent, on va pas. Bradley Barcola, c'est un bon joueur, c'est un très très bon joueur de foot, mais Bradley Barcola, actuellement, pour moi, il est surcoté. Il fait une bonne fin de saison avec le PSG, c'est vrai. Il dynamite bien les choses quand il rentre contre Barcelone l'an dernier, tout ça. Il a fait les bonnes choses, il a porté les bonnes choses. Mais ça lui a permis d'être retenu en équipe de France. Il a été retenu en équipe de France. Il a fait des bonnes entrées en équipe de France. Il a fait un bon début de saison avec le PSG. Et là, il est dans le creux de la vague. Il est dans le creux de la vague, il est beaucoup moins bien. Et je pense qu'actuellement, Bradley Barcola est plus à son niveau. Pour moi, il était en sur-régime pendant un moment donné. Bradley Barcola, c'est un très bon joueur, mais ce n'est pas le joueur qu'on nous a vendu pendant un petit moment. Ça reste vraiment un joueur sur le côté qui peut faire des différences énormes. Il va très très vite, mais actuellement, je trouve qu'il n'arrive pas à se diversifier dans son dribble, dans sa façon de jouer. Il devrait essayer de diversifier un peu les choses, de ne pas faire comme Mbappé. Mbappé il ne connaît qu'une façon de faire, Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, aujourd'hui, on le voit, il est un peu lui aussi dans le mur. Il faudrait que Barcola essaye de différencier un peu son jeu, et ça devrait aller mieux. Voilà, Bradley Barcola, je vous souhaite de faire une bonne deuxième partie de saison, car moi, je lui souhaite que du bien. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, le joueur qui reste une énigme pour tout le monde, pour lui aussi de toute façon j'imagine. Ousmane Dembélé l'an dernier il fait 2 bons matchs contre Barcelone et on l'a remis où il devrait être franchement. C'est un joueur, s'il avait un peu de finition il a le ballon d'or dans les pieds parce que techniquement c'est un super joueur. Mais il fait des méga trucs et puis après il rate tout. Et dans ce début de saison avec le PSG, malheureusement c'est ce qui s'est passé. Il fait des différences énormes avec sa vitesse, avec sa technique, mais au moment de centrer, il va centrer au 25e poteau. Il y en a qui disent au 3e, lui il va trouver des poteaux derrière encore. Il va louper son centre, il va toujours faire le mauvais choix à la fin. C'est vrai que le surnom qu'on lui donne, qu'on dit qu'il est autiste, mais c'est vrai. Utilisons ce terme, car il a franchement un niveau. Ouh là là, il lui manque un petit quelque chose quand même, moi je pense. Vraiment, il faudrait que ce joueur, aujourd'hui, il soit dans des meilleures conditions. Il faut, dans sa tête, je sais pas, il est pas jeune, il a 28 ans quand même. Mais Dembélé, aujourd'hui, dans sa tête, il faudrait quand même qu'il réfléchisse, qu'il aille sur autre chose. Car il fait tout bien, et arrivé à la fin, il loupe tout. On peut, parce que je vais en parler après, c'est de son collègue sur le côté droit, d'Achraf Hakimi. Mais Achraf Hakimi, aujourd'hui, il est dans les passeurs. Pourquoi ? Parce que quand il arrive sur son côté, il réfléchit, il lève la tête, et il fait bien souvent des bonnes passes. On l'a vu sur le dernier but contre Monaco de Désiré Doué, où il fait un bon rush sur le côté, belle passe en retrait, et Doué n'a plus qu'à la marquer. Dembélé, il ne fait pas ça. Même s'il marque 2 buts contre Monaco, Ousmane Dembélé, attention, mais Dembélé, quand il prend son côté, quand il part à 2000 à l'heure, que le défenseur ne peut pas le rattraper, il va tellement vite. Il a un coup de rein terrible, Dembélé. Techniquement, avec son pote Kylian Mbappé, mais il est 10 fois plus fort que Kylian Mbappé, techniquement. Mais devant le but, il est 10 fois moins fort que Mbappé. Et 10 fois, je suis gentil. On pourrait même aller jusqu'à 100 fois moins fort. Car Mbappé, devant le but, c'est un monstre. Que Dembélé, pas du tout. Son dernier geste, il est pourri. Alors que Mbappé, son dernier geste, quand il est bien, ça donne généralement quelque chose. Donc là, Ousmane Dembélé, on est vraiment sur le joueur très très fort, mais il lui manque toujours le dernier petit truc pour qu'il soit vraiment au-dessus de tout. Donnarumma, on va s'arrêter surtout sur cette image, voilà, où il se fait écraser le visage dans une action. Alors moi, je vais vous donner mon avis sur cette action. Là, le joueur monégasque, Singo, il est lancé. Très vite, je pense, en plus. Donnarumma sort très vite aussi. Le joueur de Monaco ne peut pas l'éviter. C'est vraiment une faute involontaire. Alors tout le monde crie au scandale, sauf certains. Certains, on va pas les citer, Dimeco,
comment il s'appelle, Gilbert Gribois et Pierre Doubly, eux, ils viennent nous dire que c'est Donnarumma qui fait une mauvaise sortie et que ce n'est pas le joueur de Monaco qui fait une faute. Moi, je dis juste qu'il faut protéger le gardien. Le gardien est toujours une personne qu'il faut protéger. Et là, dans cette action, le gardien n'est pas protégé. On regardait bien l'image, revenez à l'image. Il y a la faute, tac tac, il marche sur la tête du joueur en vitesse réelle, déjà on le voit. Et l'arbitre donne corner, lui. Carrément. Il n'y a pas de souci, corner. Et puis c'est quand il voit la balafre sur la tête à Donnarumma qui donne la faute. Il donne faute, c'est tout, ça s'arrête là. On a vu que la LFP ne sanctionne pas le joueur de Monaco. On a vu à la fin du match que le joueur de Monaco, Cinco, est allé s'excuser. C'est normal, vous avez vu la tête de Donnarumma. Il est allé s'excuser et Donnarumma lui a dit « Tout va bien, tranquille ». Donnarumma, voilà, deux grandes personnes. On a vu le défenseur de Monaco, Cinco, bravo. Bravo pour son fair play d'être allé voir Donnarumma. On l'a tous vu qu'il n'a pas fait exprès, que ce n'est pas un geste volontaire. Il n'est pas venu pour faire mal à Donnarumma. Et bravo de Donnarumma d'accepter ses excuses comme il a fait. Et ça, c'est vraiment très très bien. On va se retourner sur l'arbitre, monsieur Le Texier, car ça nous ramène sur un match où les Marseillais sont encore en train de crier au scandale, et où l'autre fois, j'ai écouté donc, dans le Moscato Show, Dimeco ne faisait que des comparaisons à ça. C'est Amrit. Amrit qui se fait expulser pour un Marseille-PSG, où on se retrouve avec un joueur qui ne maîtrise pas son geste, exactement pareil que Singo, où il fait une marque sur Marquinhos, où l'arbitre sort un carton rouge. L'arbitre de ce match Marseille-PSG et l'arbitre de ce match Monaco-PSG, c'est le même, c'est Le Texier. C'est l'arbitre Le Texier, c'est le même arbitre qui ne prend pas la même décision. C'est bizarre, hein? Alors c'est vrai que, souvenez-vous, Dimeco et toute sa clique, là, toute la clique de ces consultants, de ces journalistes anti-PSG, emmenés par un Dimeco et tous autres, eux viennent nous dire que l'arbitre, le jour de Marseille-PSG, il a tué le match. Cet arbitre a tué le match en sortant Amrit aussitôt. Ok, il a tué le match, très bien, il a tué le match. Mais est-ce qu'il n'y avait pas faute? Oui, il y avait faute. Est-ce que ça méritait carton rouge? Je ne le pense pas. Mais pourquoi on va trouver dans l'autre match, alors, à Monaco, Cinco, ben, il méritait au moins le carton jaune. Au moins, car il touche au gardien. Et on le sait tous qu'un gardien, quand il sort, c'est un personnage fragile. Donc là, il aurait fallu sanctionner ce joueur. Alors, c'est vrai qu'on joue la 18e ou 19e minute. D'un carton jaune, il en avait déjà pris un. C'est pas de chance. C'est vrai qu'il l'a pas fait exprès. Mais la loi du jeu, elle est comme ça. La loi du jeu, il a touché à l'intérêt physique du gardien. Il devrait avoir un carton, mais à minima jaune. Donc Cinco aurait dû prendre un carton jaune. Voilà mon avis, voilà mon opinion sur ce fait. Après, si on va revenir sur Donnarumma, Donnarumma au PSG reste une énigme. Et là, j'ai revu des photos dernièrement de lui au Milan AC, comme j'en ai vu avec lui avec l'équipe d'Italie. C'est un méga gardien. Là, depuis qu'il est au PSG, il y a des moments où on se fait des frayeurs quand même avec lui. Hein. Donc, ouais, voilà Donnarumma qui reste pour moi une énigme très 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 importante. Allez, on regarde le meilleur pour la fin. Le meilleur, Luis Enrique. Le coach espagnol, je ne suis pas fan, moi, du coach espagnol. J'en suis même très très loin. Sa façon, déjà, de voir le football me plaît pas. Aujourd'hui, le PSG d'aujourd'hui, là, qu'on a actuellement, c'est l'équipe d'Espagne de 2020-2022. Cette équipe d'Espagne sans saveur, sans rien. Quand il était là, Luis Enrique, l'équipe d'Espagne, c'est la pire période de l'équipe d'Espagne. Aujourd'hui, le PSG de Laurent Blanc, donc on remonte en 2013, était mieux. Le PSG de Unai Emery était mieux. Le PSG de Tourelle était mieux. Le PSG de Pochettino était mieux. Le PSG de Galtier était mieux. Lui, avec lui, là, le ballon, il fait ça, 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 il fait ça. On joue sans avant-centre. Là, on joue avec un faux neuf. Kingsley, faux neuf. Un joueur incolore. Kingsley, c'est bien, mais si, voilà, toujours se remettre sur son pied gauche, toujours aller vers l'arrière. Asensio. Quand nous avons vendu à une époque Fred Hermel, le grand journaliste français spécialiste du football espagnol, nous l'avait vendu comme un Mbappé.
Et bah, c'était à ses débuts alors, hein, parce que là aujourd'hui, au PSG, il apporte pas grand-chose. Voilà, c'est ça les faux neufs. C'est ça le jeu avec Luis Enrique. Donc c'est ça le jeu de Luis Enrique. Le jeu de Luis Enrique, c'est vraiment un jeu, voilà, on joue à la baballe. En plus, Luis Enrique, voilà, il a tué les gardiens. Donnarumma, Savanov. Franchement, ce qu'il a fait à Munich contre le Bayern, c'est lamentable. C'est lamentable ce qu'il a fait. Contre le Bayern de Munich, avoir retiré Donnarumma pour faire jouer Savanov, mais c'est lamentable. Pourquoi avoir fait ça? Et Savanov qui fait une erreur de main. En plus, là, les deux gardiens, ils ne doivent plus savoir où ils en sont. Et c'est pareil, de faire tourner comme il fait tourner. Et allez, dans les matchs importants, je ne mets pas Vitinha. Là, il a sorti Dembélé, on ne sait pas pourquoi. Kingsley joue tout le temps, on ne sait pas pourquoi. Kingsley, il n'y a pas un match où il ne rentre pas, où il n'est pas titulaire, où il rentre. C'est quand même bizarre tout ça. C'est quand même bizarre. À un moment donné, voilà, on peut pas être champion avec. On peut pas. Alors être champion de France, si on peut. Mais la Ligue des Champions, tu peux pas avec quelqu'un. Avec un entraîneur comme ça, tu ne peux pas. Je reste et je le redis encore. Là-dessus, il n'y a pas de souci. À Barcelone, quand il gagne, c'est parce qu'il est sur le travail de Pep Guardiola. C'est tout. C'est tout. Et à l'époque, souvenez-vous, il avait une équipe avec Iniesta, avec Xavi, avec Neymar, avec Messi, avec Suarez, et Busquets, et Puyol, et Jordi Alba, et Dani Alves dans les buts, et Dani Alves Dani Alves arrière droit, et Deli Valdez dans les buts plutôt, au lieu de dire une connerie. Voilà, c'était ça son équipe. C'était ça son équipe. C'était rien d'autre. Et là, il a gagné. Oui, d'accord, il a gagné là. Il a gagné. Mais c'est tout. C'est le seul moment où il a gagné. Et cette équipe-là, c'est qui l'a fait? C'est Pep Guardiola, c'est pas lui. Allez, en conclusion de ce premier bilan de mi-saison du PSG, allez, large leader de la Ligue 1, mais enfin c'est la Ligue 1. On a Bradley Barcola qui est deuxième au classement des buteurs, il a été premier pendant très très longtemps. Là, Jonathan David l'a dépassé. On a Joao Neves, meilleur passeur, et on a Ousmane Dembélé, joueur le plus décisif. Et puis on a quand même des joueurs qui font vraiment un très très bon début de saison. Après il y a des hauts, des bas, mais bon, on a des joueurs comme Hakimi pour l'instant qui est assez régulier. On n'a pas Shaw qui est assez régulier aussi. Donc vraiment il y a des bons petits joueurs, même si ça reste jeune. En Ligue des Champions, c'est bien, ça joue bien en Ligue des Champions, ça joue très bien d'ailleurs certains matchs, mais ça ne gagne pas. Donc là, cette vidéo, elle a été faite avant le match, le 32e de finale Lens-PSG. Donc elle sortira sans doute, le score de ce match-là sera fait. Donc est-ce que le PSG sera encore en Coupe de France ou pas, je ne sais pas. Mais là, ce qui fait peur quand même, c'est que la Ligue des Champions se termine. Et que, on sera au même niveau que Marseille, me direz-vous. Mais voilà, c'est ce qui est inquiétant. Si on prend le bilan de cette première partie, c'est la deuxième partie, il faut qu'un mec marque des buts. C'est ce qui manque. Il manque ça au PSG, qu'un mec marque des buts. Et puis aussi que dans la surface défensive, qu'on soit mieux que ça quand même. C'est pas normal. Et là, on va reprendre un match contre Nantes. Dans le championnat, je crois que c'est plus de 80% de possession de balle du PSG. Et de finir sur un match nul. On marque pas, mais derrière, on prend les buts. On n'est pas assez serein derrière. On n'est pas assez serein. Marquinhos, c'est fort. Marek Pachos soit fort. Hakimi, c'est fort. Nuno Mendes, c'est fort. Franchement, c'est bon. Mais moi, je pense que cette équipe, il manque un vrai numéro 6 dans cette équipe. Il faudrait un vrai numéro 6. Et ce numéro 6-là, il n'existe plus depuis que Thiago Motta est parti. On n'a plus ce numéro 6 qui est devant la défense. Je me souviens, moi, un vieux supporter du PSG, dans les années 90, l'équipe du PSG qui gagnait, elle était composée de toujours un taulier d'un numéro 6. Paul Le Guen, à une époque, et Daniel Bravo après. C'est important d'avoir un joueur devant la défense. Là, je pense que Neves ou Zahir Emery et Vitinha sont des bons joueurs, des bons relayeurs tous les trois, mais ce ne sont pas des défensifs. Donc pour le recrutement, voilà ce qui nous manque.
un bon 6 et un bon avant-centre. Gonzalo Ramos peut le faire, mais voilà, s'il y avait 2 joueurs à recruter, pour moi, ça serait ça. Après, en conclusion aussi, je voudrais finir avec un joueur pour lequel je suis extrêmement triste, c'est Randal Colomani. Voilà, Luis Enrique l'a écarté du groupe, il va sans doute quitter le PSG. Randal Colomani, il vit avec au-dessus de ta tête un transfert de Francfort au PSG trop cher pour le joueur qu'il est. Il vit avec cette action ratée contre l'Argentine. Ah, pas de bol. C'est vraiment pas de chance pour lui. C'est vraiment un super mec qui aime le PSG, qui était là parce qu'il aimait le PSG. Il tombe sur un entraîneur qui est vraiment... qui est tellement bizarre. Je pense que quand Gonzalo Ramos était blessé, il aurait fallu lui laisser sa chance. Il aurait dû jouer avant-centre, avoir sa chance. Et aujourd'hui, s'il ne peut pas être avant-centre parce que Gonzalo Ramos, parce que l'entraîneur estime que ce n'est pas un avant-centre, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Il a les qualités pour aller sur un côté. On l'a vu sur certains matchs. Et que quand il sort d'Embélé, qui nous met Kingsley sur le côté droit, ben essaye Colomani. Je pense que Colomani à droite, ça peut faire aussi bien qu'un Kingsley ou même un Marco Asensio. Je suis tellement déçu et triste pour ce joueur qui est Randal Colomani. Donc voilà mon avis. Pensez bien, laissez vos avis vous aussi. Mettez-moi en commentaire et soyez nombreux à venir sur cette vidéo, à regarder cette vidéo en entier et me dire vous ce que vous pensez de ce bilan de mi-saison du PSG. Allez, je vous dis salut à tous et à très très bientôt.